Vincent Josse, Pierre Veille, Esprit critique. Oui, ils sont là. Bonjour Vincent Josse. Bonjour Pierre Veille, bonjour à tous. New York, Pierre, ce matin, dans Esprit critique, une fois n'est pas coutume, avec Caroline Gillet, Aurélie Charon qui rentrent de New York, avec Aurélien Colli qui est notre correspondant de Radio France là-bas. On s'est demandé comment on vivait la culture, comment on l'a pratiquée aujourd'hui en temps de crise. Bonjour Aurélien Colli. Bonjour. La crise oblige à se débrouiller, à inventer. Vous avez découvert un Français, Lucien Zaillant, qui est parti vivre à Brooklyn et qui est parvenu à transformer une ancienne usine en un centre d'art très prisé, Aurélien. Oui, l'histoire de ce directeur de théâtre d'une quarantaine d'années, c'est un remède contre la crise. Décembre 2008, Lucien Zaillant visite New York pour la première fois. En fait, il vient se changer les idées après des déboires professionnels. Depuis longtemps, il a un vieux rêve, un immeuble entièrement dédié à l'art contemporain. Rien de vraiment très concret, mais un rêve un peu fou. Et 3 jours avant de rentrer en France, alors qu'il se balade à Brooklyn, il passe devant un immeuble abandonné, il pousse la porte, et la coup de foudre, il trouve le numéro du propriétaire, il va aller le rencontrer le lendemain. C'est un vieux New-Yorkais qui lui raconte que là-bas on fabriquait des Invisible Dogs, d'étranges chiens invisibles, et lui donne les clés du bâtiment. Lucien Zaillant n'a pas un sou, c'est la crise, donc pas de mécénat, mais il a quand même le passé du bâtiment, et 10 mois plus tard, en octobre dernier, eh bien, il va inaugurer Invisible Dog, un immeuble culturel ou un centre d'art, le dernier né au cœur de Brooklyn. Ici, on est dans une partie de Brooklyn qui est la plus proche de Manhattan, au sud de Brooklyn. C'est Brooklyn Heights. Marilyn Monroe habitait là, Truman Capote habitait là, Arthur Miller habitait là aussi. Et encore jusqu'à maintenant, Norah Jones habite juste ici, là, la rue qui est en face de nous. L'Invisible Dog, c'est un petit bâtiment, il fait que 3000 m², construit à la fin du 19e siècle. Dans les années 70, c'est un grec américain qui achète ce bâtiment et il invente la fameuse laisse Invisible Dog. C'est quoi exactement l'Invisible Dog qui va donner ensuite son nom au bâtiment, à votre bâtiment? Alors Invisible Dog, c'est une laisse rigide avec un petit harnais au bout qu'on promène comme un chien. Il n'y a rien au bout du harnais, il n'y a pas de chien, on ne met pas de chien, d'ailleurs on ne peut pas mettre un chien. C'est immédiatement un succès et ce qui est impressionnant, c'est que tous les Américains connaissent ça. Au fameux Studio 54, la boîte de nuit, ici, les filles avaient l'habitude d'aller danser avec leur Invisible Dog. Jusqu'à encore maintenant, il y a un épisode des Simpsons où un des Simpsons fait sa valise et range un Invisible Dog dans sa valise. Quand vous êtes arrivé la première fois ici, vous avez trouvé à l'intérieur des Invisible Dogs. Ils sont à la cave. Ils sont là. Alors vous voyez, toutes les couleurs, du plastique mauve, du cuir orange. Ah oui, alors là, c'est la caverne d'Ali Baba. Tous les étages étaient remplis de rouleaux de ceinture, comme vous pouvez voir là-bas au fond, là, vous voyez tout ça. Ce sont des boucles de ceinture. Des caisses et des caisses de perles, ce qui faisait aussi des colliers, des kilomètres de fil de nylon, enfin un trésor. Tout ce qu'il y avait ici, finalement, ça vous a permis de développer le projet que vous aviez? En fait, il n'y avait pas un centime dans les poches. J'ai ouvert un marché aux puces et ça a vraiment permis de démarrer. Ouais. On était en pleine crise, ça n'a pas été gênant ça? Et c'est grâce à la crise que le projet se fait. Le bâtiment était vide, totalement abandonné. Le propriétaire devait faire des lofts de luxe qu'il n'a pas fait à cause de la crise. Et je lui ai immédiatement proposé de transformer ça en centre d'art. Et étrangement, il a accepté immédiatement. Vive la crise. Ouais. Là, on arrive au rez-de-chaussée. On découvre la nouvelle exposition. C'est une immense fourmi. 18 mètres de long et de 4,50 m de hauteur, inspirée par le poème de Robert Desnos, La fourmi. La structure est en métal, il y a 1,5 tonnes de métal. Et le corps de la fourmi, ce sont 4 immenses ballons gonflés en nylon et polyuréthane. Et la fourmi porte un chapeau sur la tête. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Mon nom est Xavier Roux. Je suis arrivé à New York en 1994. J'ai pris Robert Desnos au mot. À la fin du poème, il dit « Et pourquoi pas ?» Ce « et pourquoi pas » a résonné en moi. Un parallèle avec une autre phrase de Primo Levi dans Si c'est un homme. Il veut prendre un morceau de glace pour boire et il se prend un coup de crosse d'un soldat allemand. Warum nicht? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit? Le soldat lui répond Here is kein Warum. Ici, il n'y a pas de pourquoi. L'opposé de tout ça, c'est Desnos, c'est la poésie, c'est la liberté.
C'est l'idée qu'on peut avoir des idées aussi absurdes et les réaliser. Ici, donc, expo, spectacle aussi. Il y a eu des concerts, de la danse aussi. Alors, l'ascenseur, monte-charge très exactement. Monte-charge, oui. C'est parti. Et quand vous regardez bien toute la cage d'ascenseur, les murs sont peints d'extraits de la Divine Comédie de Dante. C'est un artiste italien qui a fait ça avec des extraits de l'enfer au rez-de-chaussée, du purgatoire au 2e étage et du paradis au 3e. Alors là, on est au purgatoire. Il y a 12 artistes qui travaillent en permanence ici. Des peintres, des photographes, des illustrateurs. Hello, hi Kia, how are you? C'est le studio de 4 artistes coréens. Hi, hello sir. Alors là, vous travaillez sur le Concorde. Donc il y a un plan d'évacuation du Concorde. We have a dangerous life. How we escaped. Okay, I want to try Concorde emergency plan, you know. Vous voulez essayer, donc il est en train de reproduire le plan d'évacuation du Concorde. On veut tous s'échapper de la vie dans laquelle on est. Extrêmement surréaliste ici, avec cette Vierge avec Superman, le petit prince, le petit Hitler avec le poisson rouge. Ici, dans ce studio-là, il y a Malcolm qui est un photographe américain. Previously, I was, working out of my apartment, and this allows, to collaborate with other people, see what's going on with them, be inspired by them. It's great to sort of see artist communities building in other areas. It's a different culture, I think, in Brooklyn versus Manhattan. It's more accessible, especially for the emerging artists, so to speak. It's more accessible. Alors des photographes, des maquettistes, des peintres. Ici, on a Gabriel Jones, qui est un photographe canadien. Je suis photographe plasticien. Vous êtes québécois? Je viens de Montréal, oui. Alors Montréal, c'est un peu français, un peu anglais. C'est le mélange des deux. Ici, vous êtes au milieu de New York, mais dans un endroit tenu par un Français. On s'y retrouve? C'est une belle ambiance, très inspirant, un paquet de créatifs réunis dans un lieu qui en même temps est vivant. On peut retrouver des studios d'artistes un peu partout dans Brooklyn, mais qui n'ont pas nécessairement de vie. L'immeuble, il a une âme? Oui, on la ressent. Merci beaucoup. Le purgatoire est terminé? Une partie du purgatoire, puisque donc on ouvre cette partie-là. Donc là, on est en train de construire les nouveaux studios. On va laisser les ouvriers terminer. Alors retour dans l'ascenseur. Le paradis maintenant. Lorsqu'il y a un vernissage, par exemple, au rez-de-chaussée en bas, les invités peuvent monter dans les étages et découvrir les artistes. Et ça, c'est très très important. Je veux vraiment que le lieu soit vivant et surtout que les gens s'approprient tous les étages parce que ça crée de la vie. Alors la montée au paradis se fait assez agréablement. Il y a une petite table et 2 chaises dans le monte-charge. Voilà, alors là on arrive dans un immense espace. Qui fait 500 mètres carrés, que je laisse ouvert. Il y aura un festival de poésie au mois de mars. Il y avait une exposition qui s'appelait Recession Art, No Money, No Problem. Donc l'idée c'est de dire, alors la crise a fait que le marché de l'art s'effondre, il faut retrouver des très très jeunes artistes, des prix évidemment très très abordables. La collaboration a été tellement bonne, on refait une autre Recession Art. Cette belle porte métallique. On est arrivé sur le toit, on est au sommet, il n'y a plus d'étage après. Après le paradis, il n'y a plus rien. Question un peu terre à terre pour terminer, mais comment on fait pour financer tout ça, pour faire vivre tout ça quand on arrive avec des poches vides? Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la donation est quelque chose de très très important. Les esprits sont très positifs ici, très entreprenants, donc il faut se lancer. Et un jour, je me suis promené dans un parc. Il y avait 3 personnes assises par terre avec un petit panneau qui disait « Conseil gratuit ». Je leur ai demandé « À votre avis, est-ce que je dois rester ici ou pas ?» Et une des filles m'a répondu « New York vous rendra tout ce que vous lui donnerez ». Donc c'est une ville généreuse. Voilà un peu de rêve américain, comme le disait Aurélien Colli, ce centre d'art donc qui vient de pousser au